Salut, je suis Patrick Njapa et bienvenue sur Elevated Impact, ta destination pour booster ta carrière, ton mindset et ton développement personnel. Si tu es prêt à transformer ta vie, je t'invite à t'abonner et à rejoindre notre communauté. Dans cette vidéo, je vais répondre à une série de questions pertinentes qui reviennent très souvent dans nos sondages. Okay? Alors, sans plus attendre, allons-y. Pour négocier une augmentation ou bien pour négocier une promotion dans son travail, c'est clair que beaucoup de choses peuvent être dites. Mais j'ai envie d'attirer ton attention ici sur 3 éléments qui peuvent effectivement permettre de faire la différence. Alors, si on se demande à quel moment négocier cette augmentation ou cette promotion, j'ai envie de dire que le premier moment, c'est le moment où on est compétent. Cela veut dire quoi? Il faut être capable de faire quelque chose pour revendiquer quelque chose. Si je suis un employeur, si je suis un chef d'entreprise, j'ai un collaborateur qui ne m'aide pas à avancer, ou qui ne contribue pas efficacement à l'avancement de mon entreprise, pourquoi est-ce que j'aurais envie de faire une promotion ou de donner une augmentation à cet employé-là? Donc, il faudrait que la promotion que tu fais, que tu demandes, il faudrait que l'augmentation que tu demandes soit basée sur le fait que tu es compétent, soit basée sur le fait que tu apportes quelque chose de plus à l'entreprise. Donc, le bon moment pour toi pour demander une augmentation de salaire ou une promotion, que ce soit parce que tu es en train d'entrer dans l'entreprise ou parce que tu es déjà dans l'entreprise, il faut que ce soit au moment où tu es véritablement compétent. Tu as quelque chose que tu apportes. Donc ça, c'est le premier moment que je voudrais signaler. Le deuxième moment qui est aussi lié au premier moment, c'est le moment où tu es une force de contribution. Parce qu'effectivement, lorsque tu es compétent, au quotidien, tu mènes des actions, tu poses des gestes qui te permettent d'atteindre un certain type de résultat. Cela veut dire que non seulement tu es efficace, mais aussi tu es effectif dans ce que tu fais au quotidien. Donc, l'entreprise peut compter sur toi. L'entreprise sait que si on te confie un projet, si on te confie une responsabilité, tu vas réussir à apporter les résultats que l'on attend. Cela veut dire que tu es une personne qui a cette capacité à réfléchir, cette personne qui a une capacité à imaginer, à apporter des solutions, à créer des solutions lorsqu'on est dans cette situation. Parce qu'on peut compter sur toi, alors quand tu viens demander une augmentation, quand tu viens demander une promotion, on te fait d'office confiance. Parce qu'on a vu ce que tu as fait hier, on a davantage confiance en toi parce que tu vas pouvoir faire la même chose et même mieux demain. Le troisième moment où tu peux demander une augmentation de salaire ou une promotion et réussir, c'est lorsque tu es devenu une valeur ajoutée en entreprise. Très souvent, on dit « nul n'est indispensable ». C'est vrai que nul n'est indispensable. On peut perdre son emploi à tout moment, on peut être remplacé pour une raison ou pour une autre. Mais il y a quand même un petit caractère qui fait que lorsqu'on a développé certaines compétences, lorsqu'on est une véritable force de contribution en entreprise, on devient une valeur ajoutée. Parce qu'on sait qu'on peut compter sur nous, l'entreprise sait qu'elle peut compter sur nous et elle aura du mal à se séparer de nous parce qu'elle sait que si elle se sépare de nous, et ça devient un peu plus compliqué plus tard pour trouver quelqu'un de notre calibre. Donc, être une personne compétente, être une personne qui contribue efficacement, être une valeur ajoutée en entreprise sont 3 éléments qui, lorsqu'ils sont réunis, te donnent la force, te donnent les arguments nécessaires pour demander et obtenir une promotion. N'oublie pas que l'entreprise veut avancer. L'entreprise veut faire des bénéfices. Et à chaque fois qu'elle va trouver une personne qui est capable de l'aider à avancer et à faire les bénéfices qu'elle veut faire, elle ne va pas hésiter à nourrir cette personne-là pour qu'elle puisse l'aider à apporter les résultats qu'elle veut. La question est pertinente d'autant plus que quand on est en entreprise, on n'est pas seul. Il y a des gens autour de nous, il y a des collaborateurs, il y a des supérieurs et ainsi de suite. Et se demander s'il faut se faire des amis au travail permet aussi de se poser la question de savoir comment est-ce qu'il faut se comporter avec ces personnes qu'on a autour de nous. La réponse que je vais donner est la suivante. Il faut déjà se rendre compte qu'on ne peut pas évoluer seul. On aura toujours besoin de ces personnes qui sont autour de nous. Lorsqu'on a un projet à réaliser, que l'on soit chef d'équipe ou membre d'une équipe, on a besoin de la compétence d'une autre personne. On a besoin des idées d'autres personnes. Donc, on a besoin de se faire des amis en entreprise. On a besoin d'avoir des gens qui, autour de nous, nous aident à avancer.
Et parfois, avoir ces amis en entreprise nous protège parce que ces personnes peuvent entendre des choses, ces personnes peuvent découvrir des choses et nous informer, ce qui permet que l'on se protège ou alors ce qui permet que l'on anticipe sur un ensemble de choses qui peuvent se réaliser ou bien se passer dans notre vie au travail. Donc oui, il faut se faire des amis au travail. J'ai envie d'ajouter un petit bémol ici pour dire que il faut cependant que ce soit toute proportion bien gardée. Parce que le monde professionnel reste un monde professionnel avec ses réalités, avec ses challenges, avec ses difficultés. Alors, si on se fait des amis au travail, il y a certaines choses qu'il ne faut pas se permettre de partager avec ces personnes-là. Pas parce qu'on ne les aime pas parce qu'on ne leur fait pas confiance, mais parce qu'il y a un ensemble de choses qui devraient rester pour nous et à nous seuls dans notre jardin secret. Si je suis par exemple en difficulté avec mon épouse, si j'ai par exemple des problèmes à la maison, je n'ai pas besoin, sous prétexte que j'ai des amis au travail, je n'ai pas besoin de venir leur raconter ces éléments-là, parce que c'est ma vie. Et lorsque je raconte ces éléments, je suis non seulement en train de m'exposer, mais aussi en train d'exposer ma famille. Donc, si je veux me protéger et protéger ma famille dans ce cadre-là, il faut créer une certaine barrière pour cette protection. Mais de façon générale, pour avancer dans son travail, il faut se faire des amis parce qu'on a besoin de collaborer avec les autres. Il est clair que lorsqu'on travaille, on a de temps en temps besoin de se reposer un peu. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a institué les congés en entreprise, pour donner la possibilité aux travailleurs de temps en temps de se reposer. Alors, sauf que ces congés sont organisés, sont structurés et il y a des lois qui organisent justement le déroulement de ces congés-là. Il serait quelque peu surprenant qu'une personne qui vient à peine d'être recrutée demande de prendre des congés. Ça ne ferait pas vraiment de sens parce que, en général, la loi permet que des congés puissent être pris seulement après avoir passé un certain temps dans l'entreprise. Généralement, c'est 12 mois. Okay? Et au fur et à mesure que ces mois avancent, on accumule des jours de congé. Dans certains pays, c'est 1 jour et demi par mois. Dans d'autres pays, ça peut être différent. Mais il y a cette logique-là qui fait que chaque mois passé contient un nombre de jours bien précis qui s'accumulent et ne sera pris qu'après un certain temps. Donc, à quel moment demander les congés? Il faut notamment se référer à la convention collective en vigueur ou bien à la loi du travail en vigueur, mais cela ne peut pas être d'entrée de jeu lorsqu'on vient d'être recruté. C'est après un certain temps, généralement après 12 mois. Cette question me fait un peu sourire parce que très souvent en entreprise, lorsqu'on est stagiaire par exemple, on est un peu comme transformé en coursier. On se retrouve en train de faire des courses pour X, Y, Z, membres de l'entreprise. Ça me fait aussi sourire parce que je suis un peu passé par là. Parfois, pour le stagiaire, on peut comprendre, on dit qu'il est stagiaire et donc il n'a pas encore un certain niveau de responsabilité et donc on peut l'envoyer à gauche, à droite. Je ne suis pas en train de dire que j'encourage ça ou que je suis d'accord avec ça, mais malheureusement, c'est ce qui arrive en entreprise. On devrait peut-être arrêter de faire ça. Mais quand on sort du cadre du stagiaire, on se rend compte que même entre collègues, ce genre de situation arrive. On va par exemple avoir un collègue qui va venir nous demander de faire un travail que lui, il aurait dû faire. Et parfois, on dit oui. On dit oui parce qu'on se dit, si on dit non, on sera mal vu par ce collègue-là. Si on dit non, on sera mal vu par son N+1 et ainsi de suite. Sauf que quand on dit oui à tout le monde, quand on dit oui sans trier, on se met en difficulté parce que le travail qu'on aurait dû faire, on ne le fait pas. Et on se retrouve en train de faire des heures supplémentaires et qui ne sont pas payées du tout parce qu'on a dit oui à d'autres personnes. Et quand on leur dit oui, c'est eux qu'on met en priorité. Donc, je pense que pour répondre à la question ici, il faut réussir à faire la part des choses. Si c'est par exemple ton manager qui te donne un travail ou bien qui te demande de faire quelque chose et tu hésites entre est-ce que je dois lui dire oui, est-ce que je dois lui dire non, il faut avoir déjà le courage d'aller le voir pour dire, ça dépend de comment tu l'appelles, est-ce que c'est boss, est-ce que c'est patron, est-ce que c'est monsieur X, Y ou Z. Il dit, vous venez de me confier telle responsabilité ou tel projet. Seulement, ce projet arrive quand je suis en train de travailler sur un autre projet qui lui aussi est prioritaire. Est-ce que donc, pour que je puisse faire ce que vous m'avez demandé de faire, est-ce que vous pouvez changer le délai du premier projet sur lequel je travaille? Ou alors, est-ce que vous pouvez me laisser terminer ce premier projet
avant de passer au prochain projet. Donc, si c'est un manager, par exemple, qui vient te demander de faire ce genre de choses, il faut carrément lui présenter la situation pour que ton non ne soit pas un non d'insubordination, mais que tu dises non parce que tu as quelque chose à faire, tu as une raison pertinente qui justifie que tu n'es pas capable de faire ce qu'il te demande de faire. Et là, s'il est honnête, s'il est intègre, il devrait reconnaître que tu as des choses sous la main et il est question de te permettre de réussir ce que tu as envie de faire en te donnant le temps qu'il faut. Maintenant, si c'est plutôt un collègue qui vient te demander, mais qui vient te confier une responsabilité que lui, il aurait dû faire, sous prétexte qu'il est occupé ou bien qu'il a autre chose à faire, alors il faut simplement lui présenter la situation en disant, j'aimerais bien t'aider, mais rends-toi compte que moi aussi, j'ai quelque chose à terminer et les délais sont assez courts. Donc, si tu tiens vraiment à ce que je fasse, ce que tu voudrais que je fasse pour toi, peut-être que tu devrais aller parler à mon manager ou à mon supérieur afin qu'il puisse me donner le temps nécessaire, la bande passante nécessaire pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Parce que très souvent, ces collègues-là n'auront pas la force et le courage d'aller parler au manager parce qu'ils vont savoir, ils vont comprendre très vite qu'en allant parler au manager, ils s'exposent eux-mêmes. Donc, dans ce genre de situation, il faut évoluer en fonction de qui te pose la question.